Le bulletin de risque d'avalanche est la base de la planification pour tous les randonneurs et les randonneuses à ski et tous les freeriders. On a le bulletin du risque d'avalanche ou rapport avalanche, comme ils l'appellent par exemple au Tyrol, ou bulletin d'avalanche en Suisse. On a toujours les informations qui sont pertinentes, réunies en un seul endroit. Cela signifie que j'ai idéalement accès aux informations sur la situation, c'est-à-dire la constitution du manteau neigeux, la situation nivologique et la situation avalancheuse. En Europe, l'Association des services européens de prévision des avalanches a décidé de communiquer sur le risque d'avalanche de manière uniforme. On utilise une échelle à 5 niveaux et les 5 situations avalancheuses typiques. Si on consulte la page des services européens de prévision des avalanches, on voit dès le départ une carte des niveaux de risque. Et à partir de cette carte, on arrive ensuite sur le pays où l'on veut aller. Et on voit tout de suite que chaque service de prévision d'avalanche travaille de la même manière. Il commence par un aperçu du niveau de danger. On voit donc que tout de suite, est-ce très favorable ou est-ce très dangereux. Ainsi, on a déjà un premier aperçu sommaire. Ensuite, on arrive aux différents rapports d'avalanche, aux bulletins de risque d'avalanche. Et ils ont toujours exactement la même structure. Après le niveau de risque viennent les situations avalancheuses typiques. Et on se concentre alors, pour chaque situation avalancheuse, se demander où est-ce que je rencontre ce problème, à quelle altitude, dans quelle exposition. Ensuite, on passe au texte, l'évaluation par le bloc du risque d'avalanche, la structure du manteau neigeux, et ceux qui souhaitent encore des informations supplémentaires peuvent rentrer dans le détail. Les informations contenues dans le BRA sont présentées sous la forme d'une pyramide d'informations. Tout en haut se trouve le niveau de risque d'avalanche. Il donne une indication générale, quelle est l'ampleur du danger dans la région concernée. Souvent, les secteurs d'exposition et l'altitude sont également indiqués pour les endroits dangereux où le risque est particulièrement prononcé. Les situations avalancheuses typiques nous renseignent sur les caractéristiques du danger sur le terrain. Donc, comment le danger se manifeste sur le terrain. À un autre niveau, on trouve les informations sur le manteau neigeux et la météo. Les utilisateurs avertis peuvent y trouver des informations détaillées sur la situation avalancheuse en cours. Parmi les 5 niveaux de risque d'avalanche, ce sont surtout les 4 premiers qui sont importants pour les skieurs. Au niveau 5, risque très élevé, on ne va généralement même pas skier en station, parce que la route est fermée ou parfois parce que la situation est catastrophique. Au niveau 1, risque faible, on ne doit guère s'attendre à des avalanches. Les avalanches sont rares à ce niveau. Le niveau 2, risque limité, signifie que les déclenchements par des skieurs sont possibles dans la région. Le niveau 3, risque marqué, signifie que les déclenchements par les skieurs sont caractéristiques. Cela signifie que dans la région concernée lors d'une belle journée, où il y a beaucoup de gens en montagne, il faut s'attendre à ce qu'une avalanche se déclenche, ou même plusieurs. Au niveau 4, risque d'avalanche fort, les avalanches spontanées sont caractéristiques. Donc, sans intervention humaine, des avalanches peuvent survenir spontanément. Lors de l'évaluation du niveau de risque d'avalanche, en plus de la stabilité du manteau neigeux, la probabilité de déclenchement et la taille de l'avalanche. On considère aussi toujours la répartition des endroits dangereux sur le terrain, au sein d'une région. Et là, au niveau 1, on a seulement des zones de danger très isolées. Et il est bien sûr possible d'avoir la malchance d'être au niveau 1, mais de rencontrer exactement cette zone de danger et de déclencher une avalanche. La situation est bien sûr vraie de l'autre côté, au niveau de risque 4. Il est beaucoup plus probable que je rencontre cette zone de danger quelque part sur le terrain, mais il se peut aussi que, par chance, j'arrive à ne pas déclencher d'avalanche. Cela signifie que le déclenchement d'avalanche est possible quel que soit l'indice de risque. Et c'est pourquoi le niveau 1 est appelé risque faible et non pas aucun risque d'avalanche. Le niveau suivant de la pyramide d'information m'indique où nous avons une situation avalancheuse. Et c'est là qu'on utilise des pictogrammes. Et dans ces pictogrammes, nous avons d'une part le pictogramme de l'exposition, l'orientation de la pente, pour nous dire dans quelle orientation de pente avons-nous ces problèmes. Et d'autre part, le pictogramme indiquant l'altitude. À quelle altitude? Au-dessus d'une certaine altitude, en dessous d'une certaine altitude, ou par exemple, dans une bande d'altitude. Oui, les services de prévision des avalanches se sont mis d'accord pour rajouter ces pictogrammes directement à côté des pictogrammes des situations avalancheuses typiques. Cela signifie que l'on dispose alors d'informations encore plus détaillées.
Où est-ce que j'ai exactement quel problème? Et cela guide mieux mon comportement sur le terrain. Ce qui est important pour les prévisions d'avalanche, c'est toujours d'alerter sur quel est le problème avalancheux. Et là aussi, on s'est mis d'accord au sein des services européens de prévision pour lister ces 5 situations avalancheuses typiques et utiliser 5 pictogrammes caractéristiques pour chaque situation avalancheuse. Les services internationaux de prévision des avalanches se sont mis d'accord sur 5 situations avalancheuses typiques. Elles s'appellent neige mouillée, neige glissante, neige fraîche, neige soufflée et neige ancienne. La situation avalancheuse de neige fraîche décrit un problème de neige fraîche. Comme son nom l'indique, le danger vient de la neige qui est tombée les derniers jours ou est en train de tomber. Le concept de quantité critique de neige fraîche nous aide à évaluer l'ampleur du danger au niveau local. Et il y a 4 grandeurs qu'il faut regarder. C'est d'abord la quantité. Donc, combien de neige est tombée? Quelle est la quantité de neige devant la porte du refuge? La deuxième est, quelle est la température à l'extérieur? Quand il fait très froid, c'est souvent plus critique. Quel était le vent pendant la chute de neige? Et sur quelle surface? Quelle ancienne surface de neige était présente auparavant, sur laquelle cette neige fraîche vient se déposer? La situation avalancheuse de neige soufflée concerne surtout le vent. On dit aussi que le vent est l'architecte des avalanches. Il fait tourbillonner la neige dans les airs et transporte la neige quelque part ailleurs, où elle se dépose au sol. Et selon la direction d'où le vent souffle et sa force, des congères plus ou moins grandes se forment sur les différentes pentes. Ces accumulations fraîches de neige soufflée sont surtout dérangeantes pendant la période de dépôt, c'est-à-dire lorsque le vent souffle encore, ou peu de temps après. Et c'est là qu'un seul skieur ou snowboarder peut, dans certaines circonstances, perturber le manteau neigeux et déclencher une avalanche. La situation avalancheuse de neige ancienne est plutôt un problème caché. On peut difficilement le lier à la météo. Souvent, cette situation existe les jours où le temps est calme. Il peut y avoir du soleil depuis plusieurs jours, et le problème ici est en fait une couche fragile qui se trouve dans le manteau neigeux et peut être perturbée. On peut difficilement l'expliquer avec le vent, ou les changements de température, ou la présence de neige fraîche. Parmi les couches fragiles typiques dans les Alpes en Europe, il y a les cristaux anguleux. Ils sont impliqués dans environ 3/4 des accidents d'avalanche. Sinon, il y a aussi le givre de surface et le givre profond. Parfois, il est aussi décrit avec des cristaux en gobelet. La situation avalancheuse de neige mouillée concerne avant tout l'eau dans le manteau neigeux. Et l'eau peut se libérer dans le manteau neigeux lorsqu'il fond, à cause du réchauffement, du rayonnement solaire, ou de températures extérieures élevées. Aussi, par exemple, il pleut sur la couche de neige. Cette eau s'écoule à travers le manteau neigeux, et si cette eau s'accumule ou pénètre une couche fragile, cela peut l'affaiblir et des avalanches peuvent se produire. En règle générale, il s'agit d'avalanches spontanées. Dans la situation avalancheuse de glissement, le manteau neigeux glisse lentement vers la vallée sur une pellicule d'eau. Les endroits où le danger est prononcé peuvent souvent être identifiés grâce aux fissures dans le manteau neigeux. De telles situations existent à la fin de l'hiver, mais aussi au début. En effet, l'eau peut se former par la fonte dans le manteau neigeux quand la température extérieure est plus élevée, mais aussi au début de l'hiver, lorsque le sol est encore chaud et que la couche de neige isole le sol. Souvent, dans les situations avalancheuses, plusieurs problèmes typiques existent lorsque les situations se cumulent. Par exemple, neige fraîche et neige soufflée, lorsque la neige fraîche est tombée avec beaucoup de vent. Dans le bulletin de risque d'avalanche, on trouve aussi du texte. Cette description du danger résume toutes les informations concernant le danger existant. On y trouve donc la stabilité, l'élargissement des zones dangereuses, mais aussi la taille des avalanches attendues. Qui peut déclencher des avalanches? Quelle est leur fréquence? Et on y trouve une recommandation sur le comportement à adopter sur le terrain. À la base de la pyramide d'information se trouve la partie manteau neigeux et météo, qui peut souvent être atteinte avec plusieurs clics, une fois dans le BRA. On y trouve des informations sur les détails, sur l'évaluation locale dans les différentes régions, ou peut-être sur la cause qui fait qu'une situation avalancheuse existe.
Il existe désormais des moyens qui permettent d'organiser les principales informations des bulletins d'avalanche sous forme structurée et servent pour ainsi dire d'anti-sèche sur le terrain, pour pouvoir se rappeler à quoi je dois faire attention à cet endroit précis où je me trouve. Un service moderne de prévision d'avalanche doit aussi s'adapter à certaines circonstances. Pour notre évaluation, la zone de 10 x 10 km a été définie. Cela signifie 100 km². Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est une évaluation pente par pente. C'est pourquoi il faut regarder et réfléchir par soi-même. Alors, ça fonctionne. Enfin, il est bien sûr important que l'on puisse bien utiliser le BRA sur le terrain. Et là, ça dépend aussi du cercle d'utilisateurs. Les débutants se concentreront plus sur les niveaux de risque et les situations avalancheuses typiques. Et avec cette information, ils progresseront bien plus sur la défensive que les plus expérimentés, qui, eux également, grâce à ces informations complémentaires dans le BRA, voyant nettement plus sur le terrain, peuvent agir et se comporter en conséquence, et sont donc en sécurité sur l'itinéraire. Le bulletin de risque d'avalanche est l'élément le plus important dans la planification des randonnées. Nous rassemblons toutes les informations et sommes ainsi prêts pour la journée de randonnée sur le terrain. Avec nos propres observations sur le terrain, nous allons mettre à jour les informations pour ensuite prendre les bonnes décisions sur place. Die richtigen Entscheidungen zu fällen.